Bon, d'abord, je tiens à remercier bien sûr Christian Brokatsky et Lucette Nobs de m'avoir donné l'occasion de revenir à Lausanne et de vous parler. Et je vais vous demander de l'indulgence parce que c'est pas une formule de style, j'ai vraiment manqué de temps pour travailler, ce qui fait que j'ai fini ma conférence tôt ce matin. J'ai juste eu l'occasion de la relire dans le train. Et je ne sais absolument pas ce que j'en pense. Donc je vais voir ce que vous en penserez. Et peut-être que je vais comprendre ce que j'ai fait. Je dis ce que je vais comprendre parce que ce que je disais à Lucette en venant dans la voiture, il m'arrive tout de même quand je fais une conférence assez souvent de faire un plan. Là, j'ai été incapable de faire un plan. J'avais des notes éparses et je ne savais pas comment ça allait s'organiser. Et puis en écrivant, il y avait une espèce de logique qui fait que ça s'est construit, mais je ne sais pas si ça tient la route. C'est vous qui allez me le dire. Donc, avant de vous parler de ces morts inaperçues que l'on découvre presque toujours dans le décours du travail psychanalytique, avec des patients qui présentent un état déprimé, et plus particulièrement des innombrables morts inaperçues du moi, qui seraient au fondement de cet état, je dois revenir sur le paradoxe que constitue la dépression pour un psychanalyste et pour la psychanalyse. Freud n'ignore pas la dépression. Les occurrences du mot tout au long de son œuvre sont bien plus fréquentes qu'on ne l'imagine. Et son attention aux faits psychopathologiques de la vie quotidienne le conduit à des observations cliniques détaillées de sa manifestation dans le cours des cures, ou dans la vie psychique des grands artistes. Son étude sur Léonard de Vinci en est un exemple. Mais il ne proposera pas pour autant une métapsychologie de la dépression qui permettrait sa constitution en entité nosographique différenciée. Et jamais il ne cherchera à proprement parler le ou les mécanismes de la dépression. Or, par rapport à toutes les affections psychiques, hystérie et tout, c'est la préoccupation de Freud, c'est quel est le mécanisme. Donc il ne cherche pas le mécanisme à l'œuvre dans cette souffrance, dont par contre il reconnaîtra la dimension transnosographique. Nous savons que le destin de la mélancolie, que Freud distingue fermement de la dépression, sera bien autre. Par comparaison au deuil et à la perte d'objets, elle sera élevée au rang de modèle, d'un des modèles majeurs de la psychopathologie et de la métapsychologie. Il faudrait aussi s'interroger sur le lien qu'entretient la dépression avec la neurasthénie. Au-delà des analogies sémiologiques que l'on peut établir entre elles, nous ne devons pas méconnaître que pour expliciter la nécessité clinique de la distinction établie par Charcot entre l'hystérie et la neurasthénie, celle-ci sera une clé de voûte de l'élaboration freudienne de la théorie de la libido sexuelle et de ses divers destins étiologiques. Elle acquerra ainsi, elle, le statut d'entité nosographique, résultant d'un mécanisme précis de traitement de l'excitation sexuelle somatique, et notant qu'il y a bien traitement, même si celui-ci ne permet pas de donner effectivement un destin psychique aux pulsions. Les traitements qui ratent n'en demeurent pas moins des traitements dont il nous reste à expliciter les raisons de leur échec. Pourtant, même si nous devons nous garder d'un rapprochement psychopathologique entre elles, nous devons noter que la dépression, comme la neurasthénie à la fin du XIXe siècle, s'impose aujourd'hui avec une évidence à peine discutée comme la maladie du siècle. Selon les statistiques de l'OMS, les symptômes dépressifs occupent dans le monde le 2e rang des maladies les plus répandues après les maladies cardiovasculaires, et elle fait nouveau un nombre croissant de jeunes gens. Il est même envisagé qu'elle devienne la première maladie d'ici 2020. La dépression que l'on se représente comme un appauvrissement de la vie, de la capacité de se sentir en vie, en étant dans le monde, se caractérise sémiologiquement par un excès de mots MAUX, et par une théorie de mots et de discours qui prennent facilement une allure athéorique. L'entreprise du DSM est de ce point de vue exemplaire. J'entends théorie de mots au sens d'une procession, d'une foule, ce qui est un des sens du mot théorie. Si pour un psychanalyste, l'angoisse est ce qui ne trompe pas, la dépression est au contraire hautement trompeuse. La banalisation de la notion, son extension dans le champ social et sa présence quotidienne dans le discours courant, être déprimé fait partie du vocabulaire de la psychologie populaire,
ne saurait masquer à celui qui consulte la vaste littérature psychiatrique et médicale internationale la difficulté à définir la dépression. Déjà en 1966, Pierre Deniker estimait que le terme de dépression, couramment usité de nos jours, couvre souvent des faits fort disparates. Le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'a rien perdu de ce caractère disparate. Elle reste toujours une dénomination générique, imprécise, que l'on attribue à une multitude de syndromes qu'on peut classer soit selon la sémiologie, l'évolution, la génétique, la biochimie et la réponse aux divers traitements. La communauté psychiatrique semble résignée à ce qu'elle reste un concept au contour flou, en se contentant, à défaut de savoir ce qu'elle est, du savoir qu'elle est ce que guérissent les antidépresseurs. Empirisme médical qui accepte que l'on sache de mieux en mieux traiter la dépression, alors même que l'on sait de moins en moins ce qui est traité. En 1990, alors que la 4e version du DSM est en préparation, Hermann von Prague, connu comme le monsieur psychiatrie biologique et spécialiste mondial de la dépression, écrira désabusé que depuis 30 ans, la confusion domine la classification des dépressions. Tout bien considéré, ajoute-t-il, la situation actuelle a empiré. À l'époque, les psychiatres savaient au moins que régnait le chaos diagnostique. Aujourd'hui, ce chaos est codifié et la confusion est ainsi dissimulée. C'est dans ce contexte que Pierre Fédida avance 2 propositions. La première est, comme l'ont noté de nombreux autres auteurs, que la dépression n'est en définitive qu'une à peine notion, avec d'autant moins de consistance nosographique qu'elle renonce, de fait, à la tradition de l'observation psychopathologique. La dépression ne pourrait être posée comme maladie que si l'on soutient, à l'instar de Nietzsche, que c'est la maladie humaine. La seconde proposition, il l'avance en ne méconnaissant pas que les déprimés se sont malades et fait tout son possible pour fournir aux psychiatres des arguments en faveur de la nature biologique de la dépression ainsi que des moyens biologiques de la guérir. À suivre la demande médicale du déprimé, c'est la figure de l'être performant qui s'opposera à l'homme déprimé en donnant naissance à un projet de réadaptation à la performance. L'état déprimé sera alors traité pour surmonter son caractère invalidant, handicapant, et la guérison sera associée à la disparition des symptômes qui inhibent la performance. Les symptômes ne seront plus pensés en s'appuyant sur l'observation psychopathologique dans leur dimension métapsychologique, mais réduits à être des signes qui ne renvoient à aucune vie psychique et qui se signalent comme autant de cibles pour des actions pharmacodynamiques. C'est là le fondement d'une pragmatique de la prescription. Le résultat d'une telle entreprise serait de confirmer que la dépression est une affection psychique ou psychosomatique du registre de l'humeur. Elle releverait désormais plutôt d'une médecine générale assez sommairement prescriptive qui croirait pouvoir se passer de la durée nécessaire de l'attention psychopathologique et qui méconnaîtrait qu'écouter pour entendre la vie psychique exige de l'espace et du temps. La dépression ne constitue donc pas une entité nosographique et nous en retrouvons la sémiologie, ralentissement, inhibition des intérêts, sensation de fatigue, tristesse, absence de goût et de désir, perte de la capacité de plaisir dans tous les tableaux nosographiques. Elle en est un phénomène transversal qui ne caractérise à proprement parler aucune forme de psychopathologie et que l'on retrouve même chez des sujets que l'on pourrait qualifier de normaux. Par contre, il est notable que la forme que prend ce phénomène se voit nettement réfléchie, déterminée par l'organisation psychique où il apparaît. Elle sera alors objectivée comme psychotique, traumatique, hystérique ou autre. J'emploie le mot phénomène au sens que lui donnent des auteurs comme Tellenbach, Tatossian ou Kuhn. Dans le phénomène de l'état déprimé, émergent certes des symptômes au sens freudien, mais ils sont de nature hystérique, obsessionnelle, phobique, psychotique ou somatique. La dépression en tant que phénomène ne renvoie pas à ces symptômes, mais à des modifications de l'être au monde qu'engendre l'état déprimé. Avec Daniel Vildochet, nous soutiendrons que la dépression est un style d'action, qui est une réponse comportementale globale. L'angoisse et la dépression, écrit Vildochet, sont 2 réponses élémentaires qui fonctionnent secondairement comme des signaux vis-à-vis de l'entourage et vis-à-vis du moi. L'angoisse réalise bien un comportement mental de lutte vis-à-vis des tensions intérieures et des dangers extérieurs.
Le repli dépressif constitue en revanche une attitude protectrice de retrait qui permet au sujet de survivre quand il ne dispose plus de la faculté de lutter. Devant cet état qui nous confronte à l'absence d'entité nosographique, à une dégradation de l'expérience du temps qui est éprouvée comme coagulée, il y a une pléthore de signes auxquels est refusé par le malade lui-même le statut psychopathologique du symptôme. Comment aller au-delà de cette lassitude de vivre dont témoigne le patient et qui menace par contagion empathique de prendre possession du thérapeute en entraînant son inattention? Comment pourrons-nous, et à quel prix le pouvons-nous, mettre au jour ce que représente pour la vie psychique l'apparition de l'état déprimé? Nous ferons 2 remarques. L'une porte sur ce que j'ai appelé rapidement contagion empathique. Celle-ci se fonde sur l'étrange familiarité, comme l'évoquait Christian, qu'a la dépression pour chacun. Nous ne savons certes pas ce qu'elle est exactement, mais nous pressentons tous qu'elle regarde chacun du plus profond de son être, et chacun craint peu ou prou qu'elle ne s'abatte brutalement sur lui, l'arrachant au flux quotidien, le jetant hors du monde et hors de soi-même. Et ce n'est pas là, à notre avis, un simple effet de l'air du temps, mais l'obscure perception que le psychique porte la dépression comme marque de fabrique. La seconde remarque a une importance psychopathologique cruciale. La lassitude de vivre que l'on retrouve dans l'état déprimé n'est pas un désir de mort, mais un désir de calmer le jeu. Nous y reviendrons quand on ne dispose plus de la faculté de lutter. C'est en entendant la paradoxalité de la notion de dépression vitale que nous avancerons. Il faut, au-delà d'une écoute inattentive, saisir que qualifier ainsi la dépression, ce n'est pas seulement mettre l'accent sur le fait que nous serions en présence d'une vitalité amoindrie, mais que cet état est, comme le souligne Pierre Fédida, vital pour que le vivant vive. La dépression en tant que vitale est un régime d'existence, un mode fondamental d'être, qui conditionne la possibilité même de la vie et qui est au fondement même de l'actualisation du psychique. En s'appuyant sur cette présence transnosographique de la dépression et en s'inscrivant dans les suites des travaux d'Edith Jacobson, Fédida propose d'envisager qu'à l'instar de l'angoisse, un peu comme Vidloché, l'état déprimé soit un état d'affect archaïque dans lequel le corps joue un rôle déterminant pour le vécu. Et renouant avec l'idée aristotélicienne que le psychique est ce qui donne forme au vivant, ce qui l'actualise au quotidien d'une vie, il soutient que s'il existe une maladie du vivant humain, ce serait par définition la dépression, qu'il faudrait caractériser comme la maladie même de la forme. Nous soutiendrons quant à nous que les entités nosographiques sont elles des formes maladives, pathologiques ou morbides de la vie. D'un côté, il y a une maladie de la forme, d'une forme qui ne prend pas, et de l'autre, c'est des formes maladives, ce qui n'est pas exactement la même chose. Une maladie de la forme et des formes maladives, ça peut se ressembler, mais en réalité, ce n'est pas la même logique. Nous envisagerons maintenant la fonction fondatrice de la dépression pour la vie psychique et la constitution de celle-ci en tant que réalité effective. La dépression est cette maladie qui, dans le cours d'un processus de régression, porte atteinte à la figure humaine en la défigurant jusqu'à la rendre à son état originaire d'informe et d'impersonnel. Cela n'est pas sans nous évoquer la place qu'à la suite des travaux de Karl Abraham sur une dépression primaire, Mélanie Klein donne à la position dépressive dans la constitution du monde intrapsychique et dans le processus de différenciation du sujet et de l'objet. Par ce positionnement, le nourrisson se met en capacité de surmonter la position paranoïde et schizoïde, c'était sa dernière dénomination. Abandonner cette position implique de renoncer à ne pas recourir qu'aux seules solutions de défense maniaque ou de l'identification projective. Par le truchement du mouvement dépressif, de retrait du monde et de repli sur soi, s'ouvre la voie créatrice, qu'engendre la possibilité d'une oscillation entre projection et introjection. Cela permet non seulement de constituer le monde externe, mais aussi le monde interne, mais surtout cela permet de pouvoir les distinguer temporellement sous la condition d'une élaboration psychique. Pierre Fédida a raison, nous semble-t-il, de souligner que la tentative d'Edith Jacobson d'élaborer une théorie de l'affect de dépression est, du point de vue psychanalytique, bien plus propice à l'intellection du traitement des états déprimés que de s'en tenir au seul repérage de l'humeur. La dimension de l'affect
nous dégage d'avoir à penser l'origine de la dépression dans les termes d'une alternative entre endogène ou exogène. Car le surgissement d'un affect résulte du style d'action, qui peut se traduire par une non-action et par une absence de réaction, que développera un humain qui se voit affecté, soit par une augmentation de la poussée pulsionnelle, soit par une modification du monde externe qui modifie l'équilibre pulsionnel auquel il était parvenu avec plus ou moins de souffrance. Dans l'un et l'autre cas, s'exerce sur l'individu une action, une influence, qui affectera la pulsion d'une quantité nécessitant traitement psychique. Les états archaïques d'affect, que seraient l'angoisse et la dépression, constitueraient donc bien les réponses primaires dont disposerait un être encore insuffisamment appareillé pour entreprendre la navigation nécessaire que lui impose d'être venu à la vie par hasard. La néothénie humaine condamnerait l'humain à contracter ces deux maladies primaires. L'une se caractérise par l'affect d'angoisse, l'autre par l'affect de dépression. La maladie de la dépression surviendrait lorsque le petit humain se découvre devoir exister en étant soumis dès l'orée de sa vie à l'exigence vitale de s'appareiller psychiquement pour faire face à la contrainte du pulsionnel. Et il ne peut se découvrir comme existence que depuis la découverte qu'il ne peut se doter de cet appareil psychique qui donne vie à la vie psychique aux pulsions que par le truchement de ses interactions avec la mer et l'environnement. Il faut prendre en considération la dimension tragique que comporte le double mouvement dans lequel nous sommes pris dès les tout débuts. Vivre et exister ne vont pas à l'unisson et ne relèvent pas d'un unique régime de temporalité. Nous le savons, ou plutôt nous le pressentons intimement, il est possible tout aussi bien de vivre sans avoir le sentiment d'exister que d'exister sans se sentir vivant. La dépression nous donne une version dramatique de ce dilemme. Faire tenir ensemble l'expérience du vivre et celle de l'exister relève d'un accordage bien périlleux et bien fragile. 100 fois sur le métier, nous aurons inlassablement à remettre notre ouvrage sans parvenir jamais à l'achever une fois pour toutes. C'est lorsque la vie se voit menacée par les charges trop fortes des excitations et ou par la brutalité des changements entraînés par le monde extérieur que nous nous retrouvons déplacés hors du lieu où nous pensions nous tenir. C'est alors que se pose la question de notre capacité à exister, à être en restant vivant. Il me faut revenir une fois de plus sur cette scène par laquelle je me découvre texte après texte hanté, comme si j'étais condamné sans cesse à en réécrire une variante à peine modifiée. C'est la scène de l'expérience de l'Hilflosigkeit, que je vais donc à nouveau reprendre. Elle est précédée par ce temps mythique où l'infance, appareillée des soins maternels, peut vivre sans se préoccuper de savoir ni s'il existe, ni si le monde existe. C'est un temps que l'on désigne comme celui des interactions précoces, en sous-estimant, comme l'a souligné avec force Winnicott, que ce n'est que pour un observateur externe qu'existe la dimension de l'inter. Pour le nourrisson, tout ce qui se passe dans le couplage avec la mère et ses soins ne relève pas plus d'une intersubjectivité que d'une intrasubjectivité. Dire cela ne revient pas à rejeter ce que les travaux portant sur le bébé et les interactions précoces nous ont appris, du rôle joué par les perceptions préconscientes et par le cercle de la forme sensorimotrice dans la communication des premiers mois de la vie. Mais ce qui se déploie et se joue là forme les conditions initiales qui détermineront les formes que prendra l'appareillage psychique, mais ne constituent pas une condition suffisante pour déterminer l'émergence de l'appareil d'âme. Comme le souligne Fedida, avec bien d'autres, il est indiscutable que l'advenue du sens ne saurait se penser en dehors des expériences sensorielles, faites dans ce temps-là, et que la sortie de l'infance ne se conçoit que depuis le déploiement corporel des temps dans le langage qui précède le fait que l'enfant se mette à parler. Tôt ou tard, la vie se voit soumise à une augmentation des excitations. La cause de cette excitation, de cette augmentation, peut tout aussi bien être endogène qu'exogène. Mais ce qui nous importe ici n'est pas son origine. C'est la contrainte que cette excitation impose à la vie qui se voit menacée par l'excès d'animation qui la saisit. Cet état de trop d'animation
rend la vie invivable et engendre des vécus d'agonie primitive. Dans ce moment où la vie ne peut plus simplement suivre le cours qui était le sien dans le système élémentaire autosuffisant que constituait le couplage non perçu du nourrisson avec les soins maternels, s'impose la contrainte de la survie, de la nécessité d'exister en dehors de ce système et de trouver les moyens pour y parvenir. Cette déchirure du système élémentaire, si elle introduit indéniablement l'humain à la dimension tragique de sa condition, d'être inachevé, disposant nativement de peu de recours, va sous certaines conditions devenir une capacité d'ouverture et de fermeture de la perception tant du monde externe qu'endopsychique. Elle permettra tant la naissance de la conscience du temps que de l'établissement des contacts qui fondent la communication intersubjective. Mais nous n'en sommes pas là. Pour l'instant, nous sommes dans cette déchirure du système où la vie, qui veut malgré tout ce qui la pousse vers l'agonie, rester vivante, oblige l'humain à s'engager dans la recherche d'une voie pour se débarrasser de ce trop de vitalité qui l'excède et menace d'épuiser prématurément la vie. Le premier traitement que l'on appliquera à ce trop d'excitation se voudra draconien. Il consistera par le retour du mécanisme de la projection à expulser hors du soi naissant toute l'excitation pour s'en délivrer radicalement et définitivement. Cette tentative d'expulsion de la pulsion s'avérera être une aporie, ce qui n'empêchera pas l'humain de se remettre 100 fois à cet ouvrage sans pouvoir se résoudre à concéder qu'il est ici devant l'impossible réel que constitue la pulsion. S'il ne s'offrait pas la possibilité d'une autre voie que celle de la projection, l'agitation maniaque ne cesserait de croître à fur et à mesure qu'on redouble de manière désespérée le recours à la vaine solution expulsive. Et la vie finirait inéluctablement par s'épuiser. Mais l'autre voie qui va s'offrir ne nous ouvrira pas le chemin du retour vers le système dont nous avons été expulsés. Ce retour relève maintenant de l'impossible. Mais la rencontre de cette impossibilité ne nous guérira pas non plus de l'espoir que la réinstauration du système primitif serait possible, et elle laissera en nous une attente croyante qui cherche désespérément les signes annonciateurs de cette parousie. Le chemin du retour étant constitutionnellement barré, il nous faudra accepter de nous engager dans une autre voie. C'est une nécessité de la vie, mais l'on peut refuser au risque et péril de la vie de s'y soumettre. Cette acceptation ne sera pas facile, car elle impose de reconnaître notre dépendance à l'égard d'autrui, de l'environnement, de l'histoire d'un monde qui précédait notre venue à lui et des temporalités différentes qui régissent monde interne et monde externe. Cette autre voie est décrite comme celle de l'expérience de satisfaction. Celle-ci ne s'accomplit qu'en se résolvant à accepter le truchement d'une aide étrangère. Dans l'étrangeté convoque la dimension de l'hostile. Il y a une hostilité foncière de cet autre qui s'avérera néanmoins pouvoir être cet hôte qui, accueillant l'absence de moyens du petit humain, lui ouvrira la voie de la découverte des multiples expédients qui rendent la vie vivable et relativement appréciable. Et il y a l'hostilité que suscite la découverte de la dépendance dans laquelle nous sommes envers cet étranger. La nécessité de son existence nous contraint au constat de notre impuissance foncière et suscite notre rage haineuse. Mais vous devez vous demander ce que devient dans tout cela la dépression et quand apercevrons-nous les morts inaperçues annoncées. Pour la dépression, ne vous inquiétez pas, c'est en empruntant cette autre voie qu'elle va pouvoir se constituer. Pour les morts inaperçues, il est encore trop tôt pour que nous les apercevions. Encore qu'il ne soit pas exclu que nous puissions commencer à les entrevoir dans le régime d'oscillation qui, sous l'influence du psychique, déterminera l'ouverture-fermeture du champ de nos multiples perceptions sensorielles. Mais nous verrons en marchant ce que devient le projet que j'avais annoncé. Nous avons découvert d'abord que nous ne pouvions pas nous débarrasser par nous-mêmes de l'excitation pulsionnelle. Ensuite, que nous allions devoir prendre position quant à l'acceptation ou au refus de l'aide de l'autre. Et il nous restera enfin à nous rendre à l'évidence que l'intervention d'autrui ni ne nous débarrassera de l'excitation, ni ne nous donnera de nouveaux moyens permettant d'y parvenir un jour. Nous voilà logés à belle enseigne.
il ne nous reste plus que l'espoir, la chance de contracter la maladie de la dépression. Les conditions de cette maladie seront réunies quand, à défaut de la disparition de l'excitation, celle-ci se verra, suite à l'intervention de celui qui deviendra par la suite notre premier autrui, ramené en dessous d'un seuil qui lui fait perdre son caractère excessif. Il devient alors envisageable de lui faire prendre le chemin du retour, vers son lieu d'origine, vers soi, en découvrant les vertus palliatives de la possibilité d'introjecter ce qui s'est révélé ne pas pouvoir être expulsé, car est inhérent à l'être et constituant ce qui aura à être inlassablement reconnu comme son noyau sexuel. La réduction de l'excitation, à défaut d'éradiquer celle-ci, a une inquiétante vertu apaisante. Réaliser la présence en nous de pulsions, que rien si ce n'est la mort, et elle ne nous est pas si facile, ne peut éliminer, et l'effectivité sur notre vie de leur œuvre constante permet certes à la vie de passer d'un état qui lui était insupportable à un état où le sujet en train d'advenir découvre le régime d'inconciliabilité auquel le soumettent les pulsions, et qui sera source pour sa vie et tout au long de son existence d'une permanente conflictualité psychique. Ne pouvant se débarrasser de la pulsion, le sujet naissant n'existera qu'au prix de la moindre animation de la vie que permettra l'invention de l'appareil psychique. Celui-ci, prenant le relais de l'aide extérieure, aurait idéalement pour fonction première l'extinction de la pulsion. Et s'il y parvenait, il n'aurait de fait plus de raison immédiate de subsister. La disparition de la pulsion entraînerait naturellement celle du psychique. Nous l'avons suffisamment répété, mais malgré une certaine lassitude, répétons-le encore une fois. Cela est l'impossible même, et l'appareil, se revoyant constamment voué à traiter les intraitables pulsions, perdurera en se complexifiant sans cesse. Pierre Fédida souligne que c'est là l'un des paradoxes de l'appareil psychique. Il ne permet le déploiement et l'animation de la vie psychique qu'en accomplissant inlassablement une réduction de l'animation, une œuvre de désanimation qui contribue au retour de l'organique vers l'inorganique. Dans ce processus d'un retour possible de la pulsion vers son lieu de départ, s'instaure pour la première mais pas ultime fois, cette position dépressive. Elle est en premier lieu une prise de position psychique quant à l'existence des pulsions et du monde. Prise de position dont résulte la constitution d'un style d'action psychique qui déterminera les capacités de modification tant autoplastique qu'alloplastique dont dispose le sujet. Le premier effet de ce style s'exprimera dans la forme que prendront les différents processus de différenciation qui trouvent là leur départ et sur la production des différentes formes psychiques qui en résulteront. L'humain vient de contracter la maladie de la dépression. Cet état d'affect archaïque ne constitue alors pas une forme morbide. Il est un état relativement neutre, où est vécue dans l'expérience de l'informe la nécessité de donner des lieux et des formes à la vie psychique. Il est l'arrière-pays de l'humain qui n'est pas encore saisi par la passion de la fixation des formes de synthèse immuables. Il est le terreau d'où peuvent émerger toutes les formes d'affection psychique, toutes les modifications d'affect dont l'humain est susceptible. Il est le terrain sur lequel peuvent se découvrir, avec une joyeuse tristesse, les ressources que comporte pour la vie psychique la capacité dépressive. Nous pouvons maintenant prendre en considération et intégrer l'apport des études sur le bébé et les interactions précoces. La capacité dépressive, en tant que réponse psychique élémentaire, s'étaye sur les précurseurs non encore psychiques qu'ont constitué les modalités de tact et de contact, de rythme corporel et de résonance affective qu'ont engendré les perceptions du visage, de la voix et des gestes de l'autre, que rien encore n'imposait de reconnaître comme autre, comme différent, comme extérieur. Ces vécus sont cruciaux pour le développement tant de la sensorialité et de la motricité que du langage. Ils constituent autant d'expériences concrètes des effets de diverses modalités de régulation interne des excitations. Et ils préparent à la découverte tant de la subjectivité que des temps qui y sont impliqués. C'est fort de cet avant-coup psychique qu'après coup se formera cette singulière maladie de la forme
qui comporte certes la potentialité morbide de l'état déprimé, mais qui dispose aussi des possibilités d'action et de création de ce que Pierre Fédida propose de distinguer, par opposition à l'état déprimé, comme dépressivité, et qu'il caractérise comme disposition inhérente à la vie psychique. Il précisera alors que la vie psychique est dépressive, c'est de le citer, au sens où elle assure protection, équilibre et régulation à la vie. Et il soutiendra que la psychothérapie analytique dispose de la capacité de mettre au jour, dans l'état déprimé, cette dépressivité. En ne faisant l'économie ni du temps pour écouter et pour entendre, ni de la durée dont a besoin l'attention psychopathologique pour saisir de manière signifiante le détail jusque-là négligé, parce qu'inaperçu. La psychothérapie psychanalytique est à même d'observer, de repérer que c'est au moment même où l'apparence humaine paraît s'effacer, voire disparaître, que peut être entrevu, et je cite Pierre Fédida, qu'on retourne ce qu'on nomme vie psychique, ne serait-ce pas précisément cette apparence humaine essentielle à laquelle se reconnaît l'humanité de tous les jours et qui assure aux vivants inanimés une subjectivité. L'état déprimé révélerait en creux cette vie psychique dès lors qu'elle vient à faire défaut. Et c'est en suivant le fil rouge que déroule ce repérage que se réouvrirait possiblement la voie créatrice de la dépressivité. Revenons maintenant aux différentes différenciations qui vont s'opérer sur le terreau de la dépressivité. Pour Freud, le système élémentaire du nourrisson plus les soins maternels ne constitue pas au sens de la métapsychologie un appareil psychique. Topiquement, il ne dispose pas d'une différenciation entre diverses instances, ordonnées les unes par rapport aux autres et douées de caractères ou de fonctions spécifiques. Tout au plus est-il un précurseur des instances ultérieures que l'on désigne comme un moi-ça indifférencié. Dynamiquement, c'est un appareil qui subit des variations économiques de tension, mais qui reste psychiquement essentiellement conflictuel et qui tend asymptotiquement vers l'inertie. Ce système élémentaire permet le développement de l'illusion d'être une monade. Être jeté hors de cette illusion aura pour conséquence une série de différenciations qui, en exilant l'humain à chaque fois plus de son sol natal, entraîneront son individuation. Une première différenciation accompagne le processus primaire visant l'expulsion de la pulsion, celle d'un dedans qui s'opposerait à un dehors. Elle constitue un procès sommaire d'individuation. D'autres différenciations essentielles pourront s'accomplir dans le temps introjectif que permet le retour de la pulsion vers son origine. Ce retour, loin de réinstaurer l'état antérieur, provoque un retournement réflexif qui différencie instantiellement le moi d'avec le ça. Le moi différencié perçoit l'état antérieur qui, bien que se découvrant comme perdu à tout jamais, demeurera cependant l'état que l'on s'attend à retrouver à l'horizon de la vie et qui est appelé par Freud du nom de moi idéal. À défaut de pouvoir rétablir cet état, le moi subira à son tour la différenciation donnant naissance à une autre instance, l'idéal du moi, à l'aune de laquelle le moi appréciera ses réalisations. Conformément aux us et coutumes du moi, comme serviteur de plusieurs maîtres, cet idéal qui revêtira des formes fort diverses, parfois contemporaines, souvent conflictuelles entre elles, se révèle être une solution de compromis. Il est indéniablement un substitut du moi idéal, mais celui-ci, comme l'avait noté Daniel Lagache, est irréductible à l'idéal du moi. Le fait que le moi est dans le rapport qu'il entretient avec son idéal, traversé par le conflit psychique qui existe entre la tendance visant toujours la réinstauration du moi idéal et l'épreuve de réalité qui le contraint sans cesse à devoir nécessairement y renoncer, a pour conséquence que les différents idéaux du moi seront des tentatives de conciliation entre ces deux exigences. Ils ne seront que des ersatz du moi idéal, des jalons qui permettent au moi de naviguer entre l'exigence de réinstaurer le moi idéal et l'impossibilité constitutionnelle que renforcent les interdits culturels. La notation de Lacan, dans sa remarque sur le rapport de Daniel Lagache, propose une distinction hautement parlante. Dans la relation du sujet à l'autre de l'autorité, l'idéal du moi, suivant la loi du plaire,
mène le sujet à se déplaire au gré du commandement. Le moi idéal, au risque de déplaire, ne triomphe qu'à plaire en dépit du commandement. Le moment dépressif ouvre le moi comme organe de perception, à l'oscillation qui sera la sienne tout au long de la vie, entre ouverture et fermeture de la perception, tant du monde externe qu'endopsychique. Nous avons plus haut indiqué que c'est également le moment de la constitution de notre représentation abstraite du temps. Celle-ci dériverait de l'auto-perception de ce mode de travail oscillatoire du système préconscient-conscient. Ce que nous reconnaissons comme battement du temps traduirait l'expérience sensorielle des rythmes qui accompagnent l'établissement et la rupture des contacts avec l'objet du monde externe. Le moi idéal comme horizon d'avenir du moi et les idéaux du moi à l'aune duquel le moi mesure son développement déterminent les rythmes de cette oscillation, qui peut tout aussi bien s'accélérer follement dans la manie ou se ralentir dangereusement dans l'état déprimé. De cette oscillation dépend que la vie psychique circule entre le passé et l'avenir, entre la constance et le changement, entre l'inhibition et l'agitation vaine. Les tendances à l'identité de perception et à l'identité de pensée sont les buts essentiels de l'attention que le moi prête au monde externe. Et elle ne vise soit qu'à retrouver dans celui-ci les conditions de la réinstauration immédiate du moi idéal, soit y trouver les moyens de se rapprocher de manière déformée, donc symptomatique, de cette restauration, qui reste comme promesse un projet en attente de réalisation. L'échec à rétablir l'identité de perception ouvre une fente par où la perception, échappant fugitivement à la tyrannie de l'identité, peut connaître cet élargissement qui lui permet d'entrevoir le réel, qui, bien que foncièrement inconnaissable, est la source vive de toute nouvelle connaissance et la possibilité que depuis le présent du monde émerge un avenir qui ne serait plus voué à n'être qu'à la ressemblance du passé. De plus, notons que quoi qu'il en paraisse, le mouvement de fermeture dans l'oscillation entraîne certes un retour sur soi et vers l'état antérieur, mais il n'y a jamais retour à l'identique. Des éléments étrangers venus du monde externe sont pris dans ce mouvement régressif, et leur incorporation impose toujours un remaniement de l'état antérieur. Le moi guidé par une passion identitaire cède presque toujours à sa propension à réaliser une synthèse. Cela le rend attentif aux signes qui lui permettent d'espérer l'accomplissement de ses souhaits et qui le rendent bien négligent envers les autres signes. S'il est indéniablement sensible au phénomène d'inquiétante étrangeté, il se montre bien allergique, voire hostile envers l'étranger, qui ne présente aucune ressemblance avec les images de son passé. Nous sommes devant le paradoxe que constitue le moi, qui se veut identique à lui-même de toute éternité, alors même qu'il est le lieu constant de remaniement qui ne cesse de le transformer. Il est vrai que le moi semble disposer d'une étrange capacité à méconnaître son inconstante réalité, sa foncière plasticité, et que le plus souvent les remaniements, les changements, les nouveautés qu'il accueille peuvent lui rester inaperçus. Le voilà qui s'empresse, alors qu'il les a tout juste subis, de déclarer en toute bonne foi « mais cela je l'ai toujours su » ou de constater avec conviction « mais il n'y a là rien de neuf, il en a toujours été ainsi ». Le plus fréquent est que la fente qui s'est ouverte se voit suturée au plus vite par les mécanismes de défense du moi, qui rétablissent au plus vite l'illusion de la permanence et de la stabilité des formes données psychiquement à la vie. Mais en paraphrasant Marcel Proust, nous dirons que parfois il en va autrement. Les coups physiques que la vie porte à l'humain causent un tel ébranlement affectif des sens que le moi, Proust parle du cœur, s'envoie d'effet au point que sa capacité de synthèse est radicalement mise en échec. Proust note que la terrible puissance d'enregistrement qu'a le corps cause alors un effondrement du temps. La perception s'en dégrade et une sorte de coagulation du temps est éprouvée. Dans le temps même où l'individu se retire du monde, en se repliant sur un corps dont l'apparence humaine se perd. Ce n'est pas sans nous rappeler ce que chacun d'entre nous a pu entendre dans la bouche de celui que l'état déprimé défigure. Les temps sont mélangés, l'avenir me paraît froid et sombre, et j'ai l'impression d'être congelé dans le temps. Mais nous remarquerons que le plus souvent le vécu de cette expérience
est ce qui pour le déprimé paraît le plus difficile à communiquer, à faire entendre. Pour Proust, la douleur vécue suite à ce coup physique nous rend contemporains de toutes les époques de notre vie où nous avons souffert. En Saint-Instant où la fonte, au lieu d'être suturée, s'élargit au point de nous forcer à voir ce que nous nous évertuons quotidiennement à vouloir ignorer, l'écart irréductible qui existe effectivement entre le moi idéal et les idéaux du moi, l'écart entre le moi, l'objet perdu et les objets que l'on a voulu tenir pour des substituts de celui-ci. L'individu éprouve alors le sentiment de se voir exclu d'un cours du monde dans lequel la transformation incessante de l'avenir en présent et du présent en passé paraissait naturelle et évidente. Il découvre que cela ne semblait naturel qu'au prix d'une part de la méconnaissance de tout ce qui dans l'accompli reste inaccompli et se relève inachevable, et d'autre part de toutes les pertes d'objets, de tous les changements du moi qui sont demeurés inaperçus au nom de l'exigence que la vie, quoi qu'il arrive, continue, qu'elle retrouve au plus vite ce qu'on désigne comme ses droits, et qu'on fasse preuve du courage en prenant au plus vite sur soi, sans s'attarder sur ce qui est arrivé. Le risque est alors qu'à ce qui est arrivé ne soit jamais donné un lieu psychique d'accueil, d'élaboration, et qu'une ordonnance de non-lieu le jette dans un espace d'interchangeabilité généralisée où l'être humain s'anonymise et où ses objets s'indifférencient. Le devenir humain oscillerait toujours entre la double menace d'une peur de changement, inévitable quoique méconnaissable, et d'une crainte de l'inertie que nous ne sommes pas sans désirer. Cette oscillation ne se présente-t-elle pas comme un fait fondamental et invariant du monde que reflèterait assez bien la dualité qui s'est exprimée dans la philosophie depuis sa naissance entre le pantaei, tout s'écoule, d'Héraclite, et le enkai pan, l'être immuable de Parménide. Cela engendre un paradoxe que Georges Simmel a bien posé. Si nous considérons l'univers en tant que substance, nous débouchons facilement sur l'idée d'un être immuable, qui, excluant toute augmentation ou diminution, confère aux choses le caractère de permanence absolue. Mais si d'un autre côté on considère la formation de cette substance, alors la permanence est en elle-même absolument abolie, sans cesse une forme passe dans une autre, et l'univers offre le spectacle d'un perpétuum mobile. C'est là le double aspect cosmologique de l'étang, assez souvent poussé par l'interprétation jusqu'à la métaphysique. Mais nous le savons, la tâche du psychanalyste n'est pas de se livrer à la métaphysique, mais de la transposer en métapsychologie. Cette méthode est celle qui, s'appuyant sur de fines observations psychopathologiques, des détails de la vie quotidienne, permet d'inférer comment les processus de projection et d'introjection ont permis de construire la réalité intérieure et la réalité extérieure, et comment, à partir des activités de conscience, elle permet d'une part de favoriser le retour du refoulé, mais surtout de l'accueillir dans la conscience, et d'autre part de reconnaître que ce que nous avons attribué au monde externe, parce que nous voulions nous en débarrasser, nous devons maintenant nous en réapproprier. Cette fente, en élargissant notre perception, est à la fois un moment où l'apparence humaine est menacée de s'effacer, voire de disparaître, et le court instant où peut s'entreapercevoir que l'apparence humaine à laquelle se reconnaît l'humanité de tous les jours et à laquelle nous sommes si fortement attachés et fixés, car elle garantit notre sentiment d'appartenir à l'humain, n'est pas sans être un trompe-l'œil qui vise à nous masquer le fond sans apparence humaine sur lequel se construit l'apparence humaine. Pour préserver coûte que coûte notre passion anthropomorphique, nous négligeons toujours le petit pan de mur jaune qui, défaisant le réalisme de la vue de Delft de Vermeer, ne cache plus ce qui reste en puissance d'actualisation dans la précieuse matière qu'aucune forme ne saurait pleinement actualiser. Mais gardons-nous de croire que voir ce qui était resté inaperçu soit un but désirable en soi, et n'oublions pas que le choc que constitua pour Bergotte de voir enfin ce petit pan de mur jaune entraîna subitement sa mort. Nous sommes là encore devant un paradoxe qui doit forcer notre considération. Que des choses de notre vie nous restent inaperçues semble être nécessaire au travail de réduction de l'excitation devenue excessive. Cela semble même être une condition de la conservation de la vie. Mais il est aussi indéniable que ce qui reste inaperçu peut nous mettre hors lieu, hors temps, comme le déprimé nous le laisse entendre
en nous demandant de lui accorder du temps, le temps de notre attention. Tout ici est affaire de tact, de ce tact qui sait reconnaître le moment opportun et s'en saisir. Ce n'est pas par hasard que Freud introduit le terme de métapsychologie pour la première fois publiquement dans Psychopathologie de la vie quotidienne. En prenant la vie quotidienne pour objet de l'observation psychopathologique, il veut nous rendre sensibles à la capacité que nous avons de négliger psychiquement ce qui nous arrive chaque jour, de banaliser notre vie, en ne nous apercevant quasiment de rien et en tentant de n'être surpris par rien. Il veut rendre l'analyste sensible à cette vie quotidienne, qui est la vie que les patients racontent dans leurs séances. Cette vie, c'est vrai, ils la racontent parfois en s'attardant infiniment sur les plus petits détails auxquels ils ne prêtent par ailleurs pas grande attention, car souvent leur narration ne sert qu'à les garder endormis dans leur vie éveillée et endormir le psychanalyste pour neutraliser l'influence psychique qu'il pourrait avoir. Mais Freud invite l'analyste à ne pas partager avec le patient sa négligence des petits détails de la vie. Il le convoque pour qu'il garde vive sa curiosité observatrice et qu'il soit attentif à l'usage langagier des mots pour leur donner la capacité de redéployer les temps internes de la vie. Car au-delà du peu de signifiance que nous avons tendance à prêter aux détails et au hasard qui jalonnent notre quotidien, nous pouvons entendre ce qu'est l'événementialité de la vie psychique dans le quotidien. Comme le rappellera plus d'une fois Pierre Fédida, notre paradigme reste fondamentalement celui de l'interprétation du rêve. Il faut entendre la vie du jour dans le sens de la fonction déterminante que le rêve accorde au reste diurne dans sa formation. Ferenczi parlait d'ailleurs de reste de vie. Le paradigme de l'interprétation du rêve nous indique la voie par où nous pouvons reconnaître ce qu'a été l'événementialité psychique dans notre quotidien. Par ce chemin, nous pouvons parfois donner enfin lieu psychique à ce qui, dans l'état vigile, nous est arrivé en nous restant inaperçus. Je ne vais tout de même pas terminer mon propos sans tenir au moins partiellement ma promesse de parler de la place qu'occupent les morts inaperçus dans la dépression. Je ne m'attendrai pas sur celle qu'évoque admirablement et très fortement Pierre Fédida dans le chapitre de son livre qui s'appelle ainsi. Je vous rappellerai juste qu'il soutient que la levée du refoulement permet de découvrir au fondement de la plupart des états déprimés une ou plusieurs morts inaperçues. Mon projet était de porter mon attention sur ce que je désigne comme les multiples morts inaperçues du moi, dont se sustente la forme présente du moi. Dans ce projet était présente de manière vive la mémoire de deux passages où le narrateur de Proust décrit ce qu'il vit au moment où Albertine part et ce qu'il se voit condamné à réaliser quand il apprend sa mort. Il ne s'agit pas de la description d'un état déprimé, mais sans doute d'un moment de dépressivité qui permet justement de ne pas faire porter un puissant refoulement sur une mort qui du coup resterait psychiquement inaperçue et plongerait le narrateur dans la dépression. Ce qui ici se laisse entendre est le traitement créatif que permet la dépressivité et qui exonère de la dépression. Mais nous avons à nous demander ce que nous apprennent ces deux passages sur un traitement possible de la dépression. Françoise vient d'annoncer avec une cruauté jubilatoire au narrateur « Mademoiselle Albertine a demandé ses mal. Mademoiselle Albertine est partie. » Écoutons l'observation que fait le narrateur après coup de ce qui lui est arrivé. Nous nous permettrons d'intercaler quelques commentaires dans cette longue citation. Proust. La souffrance, prolongement d'un choc moral imposé, aspire à changer de forme. On espère la volatiliser en faisant des projets, en demandant des renseignements. On veut qu'elle passe par ces innombrables métamorphoses. Cela demande moins de courage que de garder sa souffrance franche. Premier commentaire. Ne pouvons-nous pas reconnaître une agitation maniaque défensive que l'on retrouverait d'ailleurs dans ce que la psychiatrie allemande appelle la dépression agitée? Mais poursuivant la narration. Ce lit paraît si étroit, si dur, si froid, où l'on se couche avec sa douleur. Je me remis sur mes jambes, je n'avançais dans la chambre qu'avec une prudence infinie. C'est la dimension du ralentissement de la vie. Je me plaçais de façon à ne pas apercevoir la chaise d'Albertine. Le pianola sur les pédales
duquel elle appuyait ses mules d'or, un seul des objets dont elle avait usé, et qui tous, dans le langage particulier que leur avait enseigné nos souvenirs, semblaient vouloir me donner une traduction, une version différente, m'annoncer une seconde fois la nouvelle de son départ. En voilà une tentative d'annulation négative pour se détourner de tout ce qui convoque le souvenir de la fugitive. Mais, continue Proust, sans les regarder, je les voyais. Mes forces m'abandonnèrent, je tombais assis dans un de ces fauteuils de satin bleu, dans une heure plus tôt, dans le clair obscur de la chambre anesthésiée par un rayon du jour, le glacis m'avait fait faire des rêves passionnément caressés alors, si loin de moi maintenant, hélas. Je ne m'y étais jamais assis avant 7 minutes que quand Albertine était encore là. Nous voyons que les temps se mélangent, qu'ils subissent une coagulation, et Proust va maintenant faire surgir une observation précieuse pour la psychologie. Je lui redonne la parole. Aussi, je ne pus y rester, et je me levai. Et ainsi, à chaque instant, il y avait quelqu'un, des innombrables et humbles moi qui nous composent. Vous voyez, là, c'est un moment intéressant. Hein. Tout à coup, dans ce moment où était prouvée la perte de l'autre aimé, le moi perd l'illusion de son unité. Il se décompose en une multitude de moi, mais Proust poursuit. Et ainsi, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un des innombrables et humbles moi qui nous composent, qui était ignorant encore du départ d'Albertine, et à qui il fallait le notifier. Alors là, mon commentaire, c'est la perte ne sera pleinement réalisée que quand chacun des moi qui est en contact avec Albertine sera informé qu'elle est effectivement partie. Ce qui est ici convoqué, c'est un long travail de remémoration qui ramène à la conscience le souvenir de chacun de ces moi. Si l'un de ces moi reste inaperçu par la conscience, il ne pourra lui être notifié qu'Albertine n'est plus là. Pour cette partie de la personne, Albertine sera toujours là et sa disparition ne sera pas aperçue. Je reprends la narration. Il fallait, ce qui était plus cruel que s'il avait été des étrangers et n'avait pas emprunté ma sensibilité pour souffrir, annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces moi qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun d'eux, à son tour, entendît pour la première fois ces mots. Albertine a demandé ses malles en forme de cercueil que j'avais vu charger à Balbec à côté de celle de ma mère. Albertine est partie. À chacun, j'avais à prendre mon chagrin. Notant ici, dans ce texte, l'écart qui se creuse entre le je et le moi. À chacun de ces moi, je dois apprendre. Je et moi ne sont pas une seule et même entité. Il faut les distinguer et à suivre Proust. Ne devrait-on pas ne devons pas avancer que je dispose d'une capacité à faire tenir ensemble tous ces moi en se posant comme l'interlocuteur principal de chacun, mais retour au texte. À chacun, j'avais à apprendre mon chagrin, le chagrin qui n'est nullement une conclusion pessimiste, librement tirée d'un ensemble de circonstances funestes, mais la reviviscence intermittente et involontaire d'une impression spécifique venue du dehors et que nous n'avons pas choisie. Il y avait quelques-uns de ces mois que je n'avais pas revus depuis assez longtemps. Par exemple, je n'avais pas songé que c'était le jour du coiffeur. Le moi que j'étais quand je me faisais couper les cheveux, j'avais oublié ce moi. Là, son arrivée fit éclater mes sanglots comme un enterrement, celle d'un vieux serviteur retraité qui a connu celle qui vient de mourir. Fin de la première citation. Proust nous indique clairement qu'au moment de la perte, ce qui semble une relation unique et massive se décompose dans la succession des sentiments et des moi et que l'on redécouvre toute la capacité d'ambivalence de cette instance à l'égard de l'objet. Chaque moment de la relation est porteur d'un moi situationnel. Ce qui apparaît, c'est l'historicité d'une relation, dont il va falloir déployer les différents temps, les décomposant. Mais nous allons voir la complexification que provoque l'annonce, non plus du départ d'Albertine, mais de sa mort. Il apparaîtra que pour réaliser la mort de l'aimé, il faudra procéder à sa mise à mort en soi, et il ne faudra pas mettre à mort une unique, mais une multitude d'Albertines. Écoutons le narrateur. Pour que la mort d'Albertine eût pu supprimer mes souffrances, il eût fallu que le choc l'eût tué, non seulement en Touraine, mais en moi. Vous l'entendez? Il vient d'apprendre qu'elle est morte en Touraine, mais est-elle morte pour autant pour lui? Non, dit-il. Jamais
elle n'y avait été plus vivante. Pour entrer en nous, un être a été obligé de prendre la forme, de se plier au cadre du temps. Ne nous apparaissant que par minutes successives, il n'a jamais pu nous livrer de lui qu'un seul aspect à la fois, nous débiter de lui qu'une seule photographie. Grande faiblesse sans doute pour un être de consister en une simple collection de moments. Grande force aussi, il relève de la mémoire, et la mémoire d'un moment n'est pas instruite de tout ce qui s'est passé depuis. Ce moment qu'elle a enregistré dure encore, vit encore, et avec lui l'être qui s'y profilait. Et puis cet ébiettement ne fait pas seulement vivre la morte, il la multiplie. Bon alors, parce que ça je l'ai déjà dit. Pour me consoler, dit le narrateur, ce n'est pas une. Ce sont des innombrables Albertines que j'aurais dû oublier. Quand j'étais arrivé à supporter le chagrin d'avoir perdu celle-ci, c'était recommencer avec une autre, avec 100 autres. En vous remerciant de votre attention et de votre patience, je vous laisse méditer ce texte et je vous laisse la parole.